Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, tournez la page des erreurs du passé. Les citoyens de Parakou partagent leur expérience et témoignages sur le sujet. Plus de détails dans cette édition. À l'international, Alassane Ouattara est confirmé pour un 4e mandat en Côte d'Ivoire. La CPI alerte sur des exactions à El Fasher au Soudan et un consultant belgeo-portugais condamné à 10 ans de travaux forcés en Centrafrique. Et puis en sport, les Amazones U20 en pleine préparation. L'équipe peaufine ses automatismes avant le tournoi FOAB et affrontera le Ghana vendredi à 10h. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, tout le monde commet des erreurs chaque jour. Faut-il les effacer pour aller de l'avant ou simplement apprendre à les pardonner? Pour la majorité des personnes interrogées, tourner la page est essentiel pour mieux vivre. D'autres, en revanche, peinent à oublier car les blessures du passé laissent des marques. Suivez leur témoignage au micro de Jean Aclé, Elvi Kangbeto et Héroïne Papana. Moi, je crois qu'il faut pardonner. Parce qu'après avoir pris conscience de leurs actes ou bien de ce qu'ils ont fait, la personne peut revenir à la normale et je crois qu'il faut oublier. Ça fait partie de la vie, l'erreur humaine. Pour moi, on peut pardonner puisque dans la vie, rien n'est... Bon, tout est éphémère, donc le pardon, tu dois pardonner ton prochain. À mon humble avis, je pense qu'une erreur ne peut pas s'effacer. Par conséquent, en tant qu'être humain, je crois que le mieux c'est de pardonner. Parce que bon, je crois que nous faisons tous des erreurs. Il va falloir... Pour qu'on nous pardonne même en question, il va falloir que nous en question nous pardonne. Donc pour aller de l'avant, il va falloir pardonner. Chacun avait son caractère au fait. Donc personnellement, moi, je ne peux pas pardonner. Ça dépend au fait de l'amplitude de l'acte que la personne a causé. Donc chacun avec son caractère, chacun décide de ce qu'il fait de lui au fait. Donc moi, je peux ne pas pardonner comme je peux pardonner. Si c'est la famille, c'est la famille. Je dois forcément pardonner. On peut pardonner, mais ce n'est pas fait de pardonner qui signifie qu'on peut oublier. On ne peut pas tout oublier. Parce que ce n'est pas toutes les erreurs qui sont à pardonner. Il y a d'autres choses que tu peux dire à une de tes amies qui sont censées rester entre vous. Et ce dernier, maintenant, se lève et va dire ailleurs. Genre, ça sonne mal, quoi, parce que tu serais mal vu aux yeux des autres. Donc ça, là, je ne peux pas lui pardonner ça. Déjà que la personne a conscience de son erreur et qu'il a franchement répété la même erreur, je crois que les chances sont limitées. S'il répète encore la même erreur et qu'il ne se corrige pas, là, on ne parlera plus de pardon. Je crois que le mieux, c'est de l'effacer de sa vie. L'homme n'est pas Dieu. Moi, je ne peux pas tolérer une erreur répétée plusieurs fois. Mais une seule fois, je peux comprendre. Toujours pardonner une même personne là. Ça revient à dire que tu es faible, quoi. Souvent, il faut être strict. Sinon, à force de toujours pardonner, on te prend pour une naïve, genre, celle-là, peu importe si tu la piétines là, elle viendra vers toi pour te dire, si on te dit désolé, tu oublies, oh, c'est pas ça. Dans la vie là, c'est pas toute chose, il faut pardonner. Je lui demande de toujours pardonner. Hein? Ça veut dire d'avoir, comment dire, la foi. Il faut avoir la foi que tout se paye sur la terre ici. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui fait ça. Hein? Celui qui te prend comme con là, Dieu va le payer sur la terre ici. Toi-même, tu vas voir. Est-ce que tu vois? Donc, toute chose, il faut avoir la foi à Dieu pour pardonner. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience ce lundi 3 novembre le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Donato. À huis clos, le ministre a présenté les grandes orientations du gouvernement en matière d'urbanisme, de foncier, d'environnement et d'eau. Il a précisé que la délivrance des titres fonciers n'était pas suspendue, mais encadrée pour prévenir les abus. José Donato a également évoqué les réformes visant à améliorer l'accès à l'eau potable et la participation accrue des entreprises béninoises aux chantiers publics. Il a enfin proposé un cadre permanent de concertation entre institutions pour renforcer la coordination et la communication des politiques publiques.
Depuis quelques semaines, plusieurs régions du Bénin enregistrent une augmentation des cas d'infections respiratoires. Dans un communiqué, le ministre de la Santé, professeur Benjamin Moupati, a précisé qu'aucune résurgence de la COVID-19 n'a été constatée. Cette hausse serait liée à la circulation saisonnière des virus grippaux fréquentes entre septembre et décembre. Le ministre appelle les populations à observer les mesures d'hygiène de base et à éviter toute automédication, tout en les invitant à consulter rapidement un centre de santé en cas de symptômes. Hors de nos frontières, élections, crimes et justice au cœur de l'actualité. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est confirmé pour un 4e mandat. Au Soudan, la CPI alerte sur des exactions à El Fasher et en Centrafrique, un consultant belgeo-portugais condamné à 10 ans de travaux forcés. Suivez cette compilation de Rohino Papana. Les récents événements en Afrique mettent en lumière la complexité et la diversité des enjeux politiques, sécuritaires et judiciaires auxquels le continent est confronté. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat avec 99,77% des voix lors d'un scrutin qui s'est déroulé sans irrégularité majeure et avec une participation de 50,10%. Cette continuité politique saluée par des partenaires internationaux comme les États-Unis et la France traduit la stabilité institutionnelle du pays, mais pose également la question de la pluralité démocratique. L'absence de figures majeures de l'opposition telles que Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo laisse planer un débat sur l'équilibre du processus électoral et sur la capacité des institutions ivoiriennes à garantir un véritable pluralisme politique. Au Soudan, la situation à El Fasher dans l'est du Darfour illustre une toute autre réalité. Depuis la prise de la ville par les forces de soutien rapide le 26 octobre, des exactions graves, exécutions, pillages, viols et attaques contre des humanitaires ont été documentés. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI avertit que ces faits pourraient constituer des crimes de guerre et contre l'humanité. Malgré l'annonce d'une commission d'enquête par le général Emeti, la CPI prépare de nouveaux mandats d'arrêt et invite les témoins à déposer des preuves. Cet épisode démontre la persistance des crises humanitaires et sécuritaires au Darfour et souligne le rôle central de la justice internationale face à l'impunité. En Centrafrique, le cas de Joseph Figueira Martin, consultant belgeo-portugais spécialisé dans le pastoralisme, condamné à 10 ans de travaux forcés pour complicité, association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté de l'État, met en exergue les défis de la justice nationale dans un contexte de crise. Arrêté par les mercenaires du groupe Wagner et soumis à des violences avant son transfert à Bangui, il dénonce plusieurs irrégularités dans la procédure. La décision de la Cour de réclamer également 50 millions de francs CFA à l'État illustre la dimension financière et symbolique du jugement, mais la défense prévoit un pouvoir en cassation. Ce procès révèle les difficultés des systèmes judiciaires africains à garantir un équilibre entre souveraineté, justice et protection des droits des individus face aux pressions internes et externes. Pris ensemble, ces trois faits révèlent une Afrique aux réalités contrastées. Une stabilité politique fragile en Côte d'Ivoire, des violations massives des droits humains au Soudan et des tensions entre justice et influence étrangère en Centrafrique. Ces événements rappellent que la gouvernance, la sécurité et la justice restent des enjeux majeurs pour le continent et que la vigilance nationale et internationale est indispensable pour promouvoir la paix, la démocratie et le respect des droits humains. Sport pour boucler cette édition, les Amazones U20 ont dominé la SJFA Dame D1 5-1 lors d'un match de préparation mardi avant le tournoi FOAB. Djibril Yasminat s'est distingué avec un triplé, confirmant sa forme après ses buts avec les seniors face au Nigeria. Ce test a permis à l'encadrement de peaufiner les automatismes d'une équipe ayant récemment éliminé la Guinée en qualification pour la Coupe du Monde U20. Les Amazones U20 ouvriront le tournoi vendredi à 10 h contre le Ghana. Enfin, à Banikwara ce week-end, la rencontre entre Baningansé et l'ASFO a tenu toutes ses promesses, mais pas seulement sur le terrain. Un événement inattendu a éclipsé le jeu. Une serviette qualifiée de mystique, utilisée par le gardien de l'ASFO, a déclenché incompréhension et polémique. Entre accusations, réactions des entraîneurs et appels au fair play, ce match nul 0-0 soulève plus de questions que de buts. Reportage de Mouidine Lawani.
L'un des matchs au tableau de cette 6e journée de la Celtics Ligue 1 a opposé les chasseurs de Banikwara à l'équipe de la vallée de l'Ouémé Asvo. Cette rencontre s'est déroulée sans relâche avec les deux équipes donnant le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain pour tenter de marquer. Cependant, le match entre Baniganse FC et Asvo s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Mais derrière ce résultat, une polémique a émergé suscitant de nombreuses interrogations. Au cœur du match, un incident inattendu a eu lieu. Le gardien de but de l'Asvo a été accusé d'utiliser une serviette considérée comme mystique. Un acte jugé inhabituel qui aurait pu influencer le déroulement du jeu. Cet événement a non seulement surpris les joueurs sur le terrain, mais a également entraîné une perte de temps durant ce match. Confiant malgré cette situation, Arafat Uruagoro, le coach de l'Asvo, a exprimé son incompréhension face à cet incident. Il a réaffirmé sa confiance en ses joueurs, soulignant que son équipe n'avait pas besoin d'un coup de pouce pour gagner ses matchs. Non, vous savez, chacun a sa conception de la chose. S'ils ont un jeu bon, que peut-être c'est ça qui protège notre but. Bon, ils l'ont pris. L'interrogation, ils ont marqué. Pour l'interrogation, moi je ne rentre pas dedans, c'est leur conception. Mais moi, le gardien, il se connaît très bien. Et puis je connais très bien mon gardien, il savait que même s'ils avaient mis serviette qu'ils avaient pris, ça ne finira pas par rentrer parce que là, il est là, on sait le pourquoi il est là. De l'autre côté, Ibrahim Da Silva, entraîneur de Baniganse FC, partage les mêmes impressions que son homologue. Non, mais pourquoi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un... Je vais dire, ça fait partie des équipements, je suppose pour le gardien de but. C'est pas dans le but, c'est hors du but. Bon, pour moi, ça n'influence en rien. En rien, ça n'influence en fait sur une quelconque rencontre. Malgré le retrait de cet équipement pour permettre au match de reprendre et malgré les multiples tentatives de tir qui ont suivi, l'équipe de Baniganse n'a pas pu scorer. Ces réactions illustrent un malaise ambiant. Le football devrait être synonyme de fair play et de passion, et non de doute et de suspicion. Il est essentiel d'agir pour préserver l'intégrité de notre football. Le respect des règles et des valeurs du jeu doivent primer afin que des moments de doute n'entachent plus des rencontres aussi importantes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.